hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Allez. Aujourd'hui, rencontre avec la plus parisienne des Canadiennes, Tara Jarmon, et découverte de son dressing chic et féminin. Un petit tour sous le soleil direction Nice, où l'on vous a dégoté les meilleures adresses trendy, cool, branchées de la ville. Focus sur une chaussure devenue mode qui nous donne envie qu'il fasse moche, la botte aigle nous dévoile tous ses secrets. Rencontre étincelante avec les hommes de la maison Cellini, les diamantaires à l'œil précis, nouvelle génération. Et tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. Ticola, c'est un très chic appartement haussmannien. Ici, la nouveauté, c'est qu'on peut tout acheter. À la frontière entre une galerie d'art et un magasin design, Ticola propose des pièces de designers, d'artistes et d'artisans dans ce lieu magique. Avec une devise qui nous séduit, parier sur les talents de demain. Un château qui est réfléchi. Au cœur du domaine de Rantilly, cette ancienne demeure, sans grand intérêt architectural, a été recouverte de milliers de mètres carrés de miroirs par l'artiste Xavier Veillant. Une incroyable métamorphose jouant la carte de l'illusion entre intérieur et extérieur. OFR, c'est la librairie branchée à Paris dans le quartier du Temple. Et en amoureux transi de Paris, ils éditent un magnifique guide, truffé d'adresses pointues dans tous les domaines, design, mode, resto, sortie, culture, un guide à glisser dans toutes les poches. Rosé Marius est une marque du sud de la France qui apporte la touche ensoleillée qui réveille votre déco. La créatrice s'inspire de son enfance, des carreaux de carrelage et de ses souvenirs provençaux pour des bougies et des timbales qui sentent bon les champs de lavande. Des pièces 100% version française. Rencontre avec la créatrice Tara Jarmon et découverte de sa marque éponyme. Cette femme est pleine de surprises. Elle nous emmène au cœur de ses bureaux pour une bouffée d'air frais, de chic et de féminité. Bienvenue chez Tara Jarmon, en plein cœur de Paris. La marque existe depuis 30 ans, fruit de la collaboration entre Tara et son mari David. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de robes pastel et de vestes parfaitement coupées qui se retrouvent dans les séries de mode des magazines. Dans les bureaux, ambiance comme à l'image de la marque, fraîche et girly. Des petites mains, des stylistes, une équipe technique et Tara qui court partout, tout le temps. Il faut juste travailler, travailler, travailler. Il y a des vêtements partout, hein? Tara nous emmènera découvrir le bureau de style top secret. Bonjour tout le monde. Rencontre avec la descendance, Camille, la fille de Tara, qui travaille à ses côtés. Puis séance de fitting en toute intimité sous les toits. Au deuxième étage, c'est le bureau stratégique des stylistes. L'équipe est petite mais très forte pour imaginer les formes, les couleurs, les matières des prochaines collections. Un bureau discret où chaque jour est une nouvelle surprise. C'est ça, c'est vraiment top secret. Même nous, on ne sait pas toujours ce qu'on va faire demain. Le shooting de la collection se passe dans une ambiance familiale et détente. On se marre avec les mannequins. Pour ce printemps, la femme Tara Jarmon est acidulée, fraîche, délicate, piquante, fluo, pop, mutine. Oui, tout ça à la fois, c'est possible et c'est réussi. Un vestiaire hyper désirable qui nous donnera le smile, rien que de le voir dans nos placards. On dit bravo. Et cette réussite est aussi due au travail de personnes présentes depuis les tout débuts de la marque. Rencontre nostalgique. Mais c'est super, ces petits souvenirs qu'on a eus au début, non? Oui, tout à fait. Quand on était... peut-être on était 15 ou 10 ou 15 personnes, c'était bien. On peut dire que Camille Jarmon, la fille de Tara, connaît bien la maison. Petite réunion informelle avec maman sur le cas d'une robe. De cette robe. Mais c'est sympa, Camille, que tu as fait ça. C'est super. Mais je sais pas si les poches, elles devraient être passées là.
peut-être si elles étaient placées un petit peu plus ici, ça crée une meilleure silhouette en fait, parce que j'ai peur que ça prenne un peu trop la taille. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin des poches? Sinon la doublure, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aurais mis le doublure en coton. Oui. Très mignon avec la ceinture en gros grain blanche. Pour moi, travailler ici, c'est être à la maison, vouloir développer la marque, vouloir développer la même vision que mes parents ont voulu développer. Donc pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège. Donc tous les matins, c'est facile de venir au bureau. Je m'entends très bien avec mes parents. On partage les mêmes visions. Ils ont beaucoup de choses à m'apprendre. En même temps, je pense que j'ai des choses à apporter aussi. Donc il y a une vraie énergie. Tara continue de courir partout. On la retrouve pour une séance d'essayage et de mignonnerie. Instant cute, excité. Ici, c'est joli. Super mignon. C'est pas trop. C'est un peu. Donc, ça nous excite dans le bureau de style parce que c'est nouveau. Donc, bien sûr, dans le bureau de style, on adore les nouveautés. Quelquefois, les clientes dans les boutiques, elles ont moins envie de la nouveauté que nous, hein? Mais ça nous stimule quand on voit ça. L'équipe s'applique à retoucher les derniers détails. C'est l'ultime étape avant de lancer la fabrication des vêtements que retrouveront en boutique les modeuses du monde entier. Tara Jarman, votre vie ressemble quand même à un conte de fées. Vous êtes canadienne, vous êtes étudiante, vous arrivez à Paris et là vous créez votre marque de vêtements et c'est plus parisien que la plus parisienne des marques, c'est incroyable. Oui, c'est vrai, ça ressemble à un conte de fées, c'est vrai, même pour moi. Quelquefois, je me rends même pas compte que je suis venue il y a presque 30 ans, peut-être déjà 30 ans, étudiante. Tombée tout de suite amoureuse de la vie ici. Je me suis dit tout de suite, j'ai envie de créer ma vie ici en France. Et de créer ma marque de prêt-à-porter, ça s'est venu en deuxième étape. Je ne suis pas venue en France pour faire de la mode. C'est venu par hasard. Mais vraiment, c'est un conte de fées parce que je fais vraiment quelque chose que j'adore. Votre marque, depuis un peu plus de 20 ans maintenant, votre métier en tant que créatrice, vous trouvez que ça a évolué, ça a changé votre métier depuis le début? Ah oui, vraiment, le métier de styliste a changé, mais incroyablement. Il y a 25 ans, on faisait tout avec impulsion. C'était juste une idée, quelque chose qui nous plaisait, les créateurs, et on suivait nos instants. Maintenant, il y a beaucoup d'informations. Grâce à l'informatique, on sait exactement quelle couleur marche mieux que l'autre, quelle longueur marche mieux, quand une forme de vêtement est plus près du corps, ça fonctionne mieux commercialement que quelque chose de plus large. Donc, mon métier a changé grâce à tous ces outils. Tara, vous avez dit dans un autre interview que vous prenez un peu plus de temps pour vous maintenant, que vous voyagez beaucoup, que vous faites un peu, peut-être plus des choses pour vous faire plaisir, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Que maintenant, donc, au début, il faut travailler et travailler et travailler et faire que le travail, sinon on ne peut pas réussir. Je crois que c'est comme ça dans tous les métiers. Donc maintenant, j'ai des collaborateurs exceptionnels et donc c'est vrai que je prends plus de temps pour moi. Mais encore, il faut travailler. Tara, maintenant qu'on sait que vous prenez plus de temps pour vous, on a fait quelques repérages pour vous à Nice pour un week-end très lifestyle. Aujourd'hui, on vous propose une parenthèse ensoleillée sous les palmiers de Nice.
La cité balnéaire qui s'étire le long de la baie des Anges n'est pas seulement un spot de plage, mais regorge de nouvelles adresses inventives. Promis, on ne vous parlera pas de la traditionnelle promenade des Anglais, mais de découvertes gourmandes, rétro et tendances. C'est l'heure du thé, direction notre première adresse, près de la fameuse place Garibaldi, dans un quartier en renouveau. Ce quartier a évolué, un quartier qui est complètement différent de ce qu'on trouve à Nice, un quartier qui ressemble un petit peu au Petit Marais de Paris. Donc il m'est venu en fait cette idée à la fois comme un restaurant, mais c'est pas vraiment un restaurant, un délicatessen. Un délicatessen pour déguster sur le pouce des créations sucrées-salées. Mais la spécialité de la maison, ce sont les pâtisseries. Ce sont des desserts qui sont un petit peu notre valeur rajoutée. Donc nous avons le Paris-Nice, donc un Paris-Brest revisité. Vous avez une tarte citron avec, on revisite un petit peu la meringue. Nous aussi, on a de la visite, alors on embarque le macaron framboise. Et direction la Fabric Shop, une ancienne galerie d'art réhabilitée en magasin de prêt-à-porter pour hommes. On y vend aussi des illustrations et des photos. Alors la Fabric Shop en fait a voulu créer un univers homme, on va dire autour du street, du lifestyle et voire même du dandy. Donc on va retrouver pas mal de marques anglaises, marques scandinaves, voire françaises. Une des plus grosses tendances ces dernières années, c'est le marché du rétro-running. Alors le rétro-running, c'est quoi? C'est des chaussures qui ont existé des années 70 aux années 90. Et c'est vrai que on va dire, le plus gros marché en matière de rétro-running, c'est les rétro-running des années 90. En rétro-running 90, donc, on court au Hara, une adresse à 2 pas du musée d'art contemporain. Hara, comme art rétro-ameublement, c'est le lieu des chineurs. Le patron, un ancien élève des Beaux-Arts, a le goût pour trouver les pièces rares des années 50 à 80. Alors les pièces qu'on a, c'est des pièces qu'on a chinées, qu'on a achetées en foire, qu'on vend aux enchères aussi. C'est des choses qu'on a achetées aussi à d'autres confrères. Ça, c'est des étagères dans la lignée, la tendance un peu Perriand, Prouvé. On vend aussi des vinyles dans ce magasin. J'aime bien ce rapport de musique black, en fait, finalement, c'est là où je me retrouve un peu plus, quoi. On n'a pas de techno, on n'a pas des choses comme ça. Ici, c'est ambiance pote. Les amis passent discuter au comptoir. Si vous tombez le bonjour, vous pourrez même éventuellement boire un café. Puisque le mobilier est utilisable aussi par rapport au salon de thé. Donc si on n'a pas de table pour boire le café, pour l'instant on ne fera pas de café. Voilà, vous savez tout pour passer un parfait moment à Nice. Et s'il vous reste un peu de temps après avoir fait le tour de ces belles adresses, footing ou méditation sur la plage. Voilà Tara, quelques petites adresses pour un week-end lifestyle. Alors vous, quand vous relâchez la pression, ça se passe où? Bon, donc, quelquefois, je retourne au Canada. J'adore bien sûr Nice et toute la Côte d'Azur. Je suis une grande fan du ski et je joue au tennis, donc beaucoup en région parisienne aussi. Donc, un petit peu partout, j'aime le monde entier. Et ce mythe un peu de la parisienne et puis votre mode, quelque part, est parfaitement bien pour la parisienne. Pour vous, c'est quoi la parisienne alors? Le parisien, c'est vrai qu'elle est très belle. Que toujours quand je suis au Canada, aux États-Unis, mes amis ils me demandent toujours, mais comment ça se fait, la parisienne, elle est aussi belle? Mais elle est belle dans sa propre sens, une parisienne, elle a sa propre identité. C'est ça qui la rend vraiment, je crois, jolie. Vous ne pouvez pas dicter à un Parisien comment s'habiller. Si je crée un style de mode qui... Je ne peux pas le dire, c'est comme ça, il faut mettre... c'est à la mode. Elle fait à sa tête. Voilà, à sa tête. Et c'est quand même superbe.
je trouve, d'avoir sa propre identité. La Parisienne, elle n'est jamais trop maquillée, elle n'est jamais trop apprêtée, jamais trop de bijoux, toujours jolie peau. Est-ce que cette parisienne, c'est quelque chose que vous avez transmis à vos enfants, cette façon d'être élégante? En fait, ma fille qui est née à Paris, elle est vraiment le vrai Parisien. Depuis son plus jeune âge, je ne pouvais jamais dire « Oh, Camille, mets cette robe, Camille, habille comme ça, Camille, arrange-toi tes cheveux. » Non, elle faisait à sa tête, exactement. Donc, elle est vraiment le vrai Parisien. Votre moteur? Mon moteur, je crois, c'est le partage avec mes collaborateurs. J'adore ça. Votre leitmotiv? Moi, je sais, j'ai appris ça à mes enfants, il faut essayer de rendre une personne heureuse tous les jours. Donc, même une petite bonjour quand on passe le voisin, ça c'est vraiment, ça me décrit, je pense. Les 3 basiques de votre dressing? Des robes, des manteaux, et donc ça c'est un peu général. Donc, une robe noire, un manteau à couleur et des baskets. Dressing parfait de la parisienne. Merci beaucoup, Tara. Merci. Toujours utile pour aller sauter dans les flaques, les bottes en caoutchouc ont traversé des générations. Focus sur la seule, la vraie, celle qui a amassé des tonnes de boue sous ses semelles, la botte aigle. On la reconnaît au premier coup d'œil avec ses 2 bandes blanches. Soudain, elle nous rappelle nostalgiquement à notre enfance et nous donne envie de sauter dans les flaques. La botte aigle, c'est un véritable mythe. Autrefois réservée aux parties de pêche et de chasse, la botte est devenue un objet mode incontournable. Son comeback, elle le doit à Kate Moss et à ce cliché. 2005, festival de Glastonbury, la brindille patauge dans la boue avec au pied une paire de Hunter. Effet boule de neige immédiat, tout le monde s'y met. Hilary Duff en Burberry, Kate Middleton en Le Chameau, mais aussi Louise Bourgoin, Alexa Chung et Liv Tyler en Aigle. Et oui, Aigle, Cocorico, la marque, pourtant emblème du Made in France, a une histoire atypique, car elle est créée par un Américain en 1853. Hiram Huntington lance la compagnie du caoutchouc à Montargis, qui deviendra ensuite Aigle, en hommage à l'aigle américain. Le fondateur de l'entreprise a une vision, celle d'un monde qui en France, en Europe, reste majoritairement rural, qui va travailler dans les champs avec des sabots en bois. Et en inventant la botte en caoutchouc, il leur offre une alternative extrêmement novatrice d'une botte qui va être protectrice, beaucoup plus confortable. Pendant près d'une centaine d'années, la botte aigle va essentiellement s'appuyer sur ces 2 pôles, la botte professionnelle, la botte agricole, et la botte de chasse. La botte qui devient le symbole et le best-seller de la marque, c'est elle, le modèle nautique. En 1972, à l'occasion des Jeux Olympiques de Munich, Aigle lance toute cette nouvelle saga de bottes inspirée du nautisme. Et c'est là que nous allons développer la fameuse botte bleue à 2 bandes, d'abord pour l'adulte et ensuite pour l'enfant, qui se transmet de génération en génération. Les 10 dernières années, après avoir conquis un large public qui porte la botte à 2 bandes avec une marinière et un jean dès qu'il pleut 3 gouttes, Aigle se diversifie. À partir de 2008, la marque propose des modèles plus féminins, des nouveaux imprimés et des collaborations mode. Liberty, Paul & Joe ou Swarovski. Quand nous avons lancé ces produits très spécifiques, petites séries limitées, numérotées, on a même eu des files d'attente devant nos magasins avant l'ouverture à Hong Kong, parce que les Hongkongais voulaient à tout prix avoir une des 20 ou 30 paires qui avaient été dédiées au marché de Hong Kong. Direction Châtellerault dans la Vienne. C'est ici que sont fabriquées les fameuses bottes en caoutchouc naturel. Ce sont 4000 paires par jour qui sont faites par plus de 300 petites mains. Alain Salcedo fait partie de la maison. Il travaille ici depuis plus de 15 ans et connaît toutes les étapes de fabrication. Pour fabriquer une botte, on fabrique d'abord un mélange à base de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique, de différents éléments qui vont être déterminés par notre ingénieur chimiste en fonction de l'utilisation des bottes. Et chaque fois, ça va permettre
d'avoir les meilleurs ingrédients pour les meilleures tenues en fonction des conditions climatiques ou des conditions environnantes. Une fois qu'on a réalisé un mélange, il faut calendrer ce mélange, transformer ces bandes en feuilles, faire les doublures intérieures de la botte. Ensuite, il faut préparer des éléments qu'il faudra découper. Ces éléments vont être ensuite préparés, assemblés sur des formes en aluminium. On va monter ces différents éléments. Une fois que la botte sera montée, les formes en aluminium vont passer dans des autoclaves à plus de 140 degrés pendant 1 heure et on transformera le caoutchouc cru en caoutchouc cuit. Ensuite, des éléments de finition, de préparation, de contrôle. L'emballage et la botte est prête à être expédiée chez nos clients dans le monde entier. Avec 900 tonnes de caoutchouc consommées par an, l'impact écologique est un point important pour la marque. Recyclons beaucoup d'éléments, soit d'éléments de doublure qui vont servir une fois qu'ils ont été broyés à faire les semelles intérieures des bottes, soit d'éléments extérieurs qui vont être recyclés dans un mélange de caoutchouc. Actuellement, 85% des éléments de chute peuvent être recyclés dans les différentes opérations dont je viens de parler. Une botte écolo, mode, made in France, on aurait presque hâte qu'il pleuve. Diamonds are girls' best friends, chantait Marilyn Monroe, mais aujourd'hui ce sont 2 hommes issus de la 6e génération de diamantaires qui nous font rêver. Rencontre 4 carats avec la maison Cellini. Aujourd'hui, on retrouve des hommes brillants. Les diamantaires de la maison Cellini ont fait un pari fou. Vendre en ligne des diamants issus du travail de la prestigieuse joaillerie française. Ici, les diamants ne tombent pas du ciel comme dans la chanson de Rihanna, mais on peut les acheter en 2 clics sur Internet. Sans oublier le précieux travail des artisans. Rencontre avec ces 2 chasseurs de pierre, pas comme les autres. C'est une maison que j'ai fondée en 2007. Quand j'ai commencé à travailler dans le monde du diamant, j'ai décidé de casser les codes de la profession en vendant nos diamants sur Internet. On a la chance de pouvoir allier la tradition avec les nouvelles technologies. On essaye de rendre le luxe accessible. En réalité, on est de la source directement à l'inspiration. L'inspiration, c'est le bijou fini. Être diamantaire, c'est pas juste une profession, c'est sanguin. Être diamantaire, c'est une tradition, c'est une rigueur, c'est un savoir-faire. J'ai toujours insisté depuis la création de la maison Cellini que le savoir-faire reste français. La joaillerie française est la joaillerie la plus reconnue au monde. Quand on rentre dans un atelier, on sent une énergie, on sent c'est un travail minutieux. On est obligé de ne pas trembler, d'avoir une certaine attention. C'est les effets de lumière qui sont le plus importants pour qu'une pierre brille le plus possible. Voilà. Et on a tout ça dans l'œil. Le diamant, c'est la matière la plus dure au monde. Donc c'est systématiquement un challenge parce que c'est très très dur à entamer. C'est magique. Ça part d'un petit bout de caillou complètement opaque qui parle à personne. Et au bout de quelques heures, ça commence à briller de 1000 feux. Les gens qui travaillent en atelier, que ce soit les sertisseurs, les polisseurs, les lapidaires, les joailliers, c'est vraiment des magiciens de l'ombre. Parce qu'on tombe amoureux de la matière, systématiquement. On met chacun notre touche sur une pierre que l'on taille. Et c'est ça aussi qui fait l'attrait de la place parisienne. Ça, c'est absolument incompatible avec le reste de ce qui peut se faire ailleurs. Il faut être entouré des meilleurs quand on propose ce genre de service, parce qu'on n'a pas le droit de se planter. Quand un client vient chez nous pour acheter une bague de mariage ou une bague de fiançailles, peu importe le montant, la sincérité, le symbole qu'il va y mettre, on n'a pas le droit de se planter. En fait, dès réception de la pierre, première des choses, on la contrôle. On contrôle sa conformité. Donc le poids carat, la couleur, la pureté, la qualité de taille, le certificat, la fluorescence. Acheter sur Internet, c'est très compliqué. Surtout ce genre de produit. C'est déjà assez compliqué de l'acheter quand on est entre les mains. Ne pas l'avoir, j'imagine même pas. Donc très souvent, on reçoit nos clients en showroom, ou alors on se déplace aussi. Plus jeune, j'ai eu la chance d'être membre dans l'Antwerpsche Diamond Ring. C'est la bourse du diamant brut à Anvers. Je suis le premier de la famille. Ils ont été tous extrêmement étonnés, ils m'ont tous félicité beaucoup en me disant tu es vraiment la relève d'aujourd'hui. Et ton idée, elle n'était pas si farfelue que ça.
être chasseur de pierres, ça permet de voyager sur les 5 continents de manière très régulière. Ça permet de rencontrer différentes cultures, différents types de personnes. Là, on fait 2 bureaux sur la Chine, Shanghai et Pékin. Et on a le bureau de Bangkok qui ouvre d'ici fin juin. C'est important de les développer internationalement et surtout pour faire découvrir le savoir-faire français. Et notre métier aussi qui nous passionne. Pour nous, ce métier-là n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Un métier sans frontières, le diamant est le reflet de l'univers fascinant de ces petites mains talentueuses. Le luxe, l'excellence et le rêve sont à portée de main, ou devrait-on plutôt dire à portée de clic. Et cela, où que vous soyez. Version française, c'est déjà fini, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine.